C'est un petit coup de tonnerre dans le monde du jeu vidéo, en tout cas en Europe. Une vingtaine d'organisations de défense des consommateurs accusent 7 éditeurs de jeux vidéo, des jeux que vous connaissez, de pousser les joueurs à dépenser toujours plus d'argent via des monnaies virtuelles proposées au sein de leurs jeux. Une pratique commerciale trompeuse selon ces associations qui ont donc porté plainte. Mais alors concrètement, comment fonctionnent aujourd'hui ces monnaies? Qu'est-ce qui est nouveau? Qu'est-ce qui fait débat? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est le sujet à la une des actualités du jour, un sujet un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de traiter à la une de ces actus, mais ça me paraît important et intéressant de varier de temps en temps les sujets, et donc on va voir tout ça. Alors là, on parle de FIFA ou de EA Sports FC comme il s'appelle maintenant, on parle aussi de Minecraft, on parle aussi de Diablo 4, de Fortnite ou encore de Roblox. Tous ces jeux et leurs éditeurs sont dans le viseur d'une vingtaine d'associations qui ont donc décidé de porter plainte auprès de la Commission européenne, qui est l'une des instances de l'Union européenne, ainsi qu'auprès de la répression des fraudes en France. Et au total, ce sont donc 7 éditeurs de jeux vidéo qui sont concernés par cette plainte. Concrètement, ces organisations, dont l'organisation que vous connaissez sûrement, UFC Que Choisir, reprochent à ces éditeurs de ne pas afficher en euros les prix des objets virtuels qu'il est possible d'acheter au sein de ces jeux. Et donc, ils estiment que les éditeurs de jeux poussent les joueurs, notamment les plus jeunes, à dépenser toujours plus d'argent sans vraiment s'en rendre compte. Selon UFC Que Choisir, 42% des jeux les plus joués sur PC utilisent aujourd'hui des monnaies virtuelles. Et pour les jeux les plus joués sur smartphone, ce chiffre il monte à 81%. Toujours selon l'organisation, 3,6 millions de joueurs en France ont déjà converti de l'argent réel pour acheter donc ces monnaies virtuelles au sein des jeux. Et de toute façon, vous le voyez, si vous aussi vous jouez à des jeux vidéo, de nombreux jeux gratuits reposent sur ça. Vous le savez, de nombreux jeux payants ont aussi ce système. Alors très rapidement, comment fonctionnent ces monnaies et pourquoi est-ce que ça pose problème selon ces organisations? Le principe évidemment de ces monnaies virtuelles, c'est de transformer de l'argent réel, donc en euros ou en dollars par exemple, en une devise qui est spécifique au jeu pour acheter des choses au sein du jeu. Alors selon les jeux, ça peut être des armes, des tenues, des pouvoirs ou alors des décorations. On va prendre le cas du jeu Fortnite par exemple. La monnaie en question, c'est des V-Bucks. Et pour Diablo 4, la monnaie, ce sont des pièces de platine. On prend le cas de Fortnite, vous allez donc pouvoir acheter des V-Bucks avec de l'argent réel. Donc là, en l'occurrence, il y a écrit évidemment un montant en euros. Et vous savez donc à combien de V-Bucks est-ce que ça correspond. Mais après, aujourd'hui, vous l'aurez remarqué peut-être, et quel que soit le jeu, quand vous achetez une tenue sur Fortnite ou alors un pack de joueurs directement sur FIFA, eh bien, il y a écrit le montant avec la monnaie virtuelle et il n'est plus écrit à chaque fois quand vous achetez quelque chose le montant en euros. Bon, j'espère que j'ai été clair pour ceux qui jouent pas du tout aux jeux vidéo, mais pour faire simple, donc les organisations estiment qu'avec ce fonctionnement, c'est difficile d'évaluer et de réaliser finalement en quelque sorte le prix réel des achats qu'on fait. Et donc, il y a un risque d'irrationalité dans les dépenses. Et puis, ces jetons et ces pièces virtuelles, elles sont souvent proposées sous forme de packs. Et là aussi, le taux de change varie selon la formule choisie. Bref, tout ça peut renforcer donc un sentiment d'irrationalité. Bon, mais au-delà de la transparence sur la valeur réelle de ces packs, UFC Que Choisir s'est rendu compte que souvent, les joueurs finissent par payer plus cher que le tarif qui a été affiché pour l'objet. Et là, en l'occurrence, on va donner un exemple pour mieux comprendre. Prenons l'exemple du jeu Diablo 4. Disons qu'on peut acheter 1000 pièces de platine pour 10 euros. Mais si un joueur souhaite acheter un objet qui ne coûte que 800 pièces, donc moins cher que 1000 pièces, eh bien, il va tout de même devoir dépenser plus que sa valeur, puisque la seule façon pour lui d'avoir 800 pièces de platine, c'est en réalité d'acheter directement 1000 pièces de platine. Et donc, il se retrouve ainsi avec 200 pièces de platine inutilisées, soit en l'occurrence ici sur cet exemple environ 2 euros. Et ça, soit c'est une perte d'argent, soit ça incite à racheter à nouveau de l'argent après, parce que vous vous dites, bon, il me reste quand même des pièces de platine, mais pas assez pour m'acheter un objet, donc je vais à nouveau mettre de l'argent pour à nouveau acheter quelque chose, et ainsi de suite. Ce qu'on peut noter, c'est qu'en 2020, les achats à l'intérieur des jeux vidéo ont généré plus de 46 milliards d'euros dans le monde, et leur part dans les revenus des éditeurs n'ont pas arrêté d'augmenter ces dernières années. C'est ce qu'indique notamment le Bureau européen des unions des consommateurs. Plus largement, si vous jouez, vous avez sûrement remarqué donc une hausse de ce genre de transactions. Le truc donc, c'est que les organisations estiment que les entreprises de jeux vidéo sont conscientes de la vulnérabilité de certains joueurs et notamment des plus jeunes. Ils utiliseraient donc des astuces pour les inciter à dépenser davantage. Là-dessus donc, les organisations souhaitent que les prix des objets qui sont vendus dans les jeux vidéo soient exprimés
à la fois en monnaie virtuelle, mais en plus en dessous à chaque fois avec l'équivalent en monnaie réelle. La plainte vise aussi à sanctionner les entreprises concernées, voire aller jusqu'à la suppression des monnaies virtuelles dans certains cas. On peut noter au passage que là c'est un sujet, mais il y a d'autres sujets sur la question de ces choses qu'on peut acheter. On peut parler par exemple de la question des loot box, donc ces sortes de caisses de butin surprise qu'on retrouve dans de nombreux jeux vidéo qui s'achètent avec de l'argent réel. On sait qu'en Belgique par exemple c'est totalement interdit dans les jeux vidéo. Aux Pays-Bas c'est très encadré. En France on peut noter que la loi actuelle ne classe pas explicitement les loot box comme des jeux d'argent, donc il n'y a pas encore de réglementation spécifique. Alors après, pour nuancer, le média spécialisé Numérama, dans un article que je vous mets en description, rappelle que les monnaies virtuelles, elles ont tout de même un avantage, c'est qu'elles peuvent aussi, dans certains cas en tout cas, permettre de ne pas dépenser d'argent ou à minima en dépenser moins. En effet, souvent le principe de ces monnaies virtuelles, c'est que soit vous les achetez, ce qui vous permet d'aller plus vite, mais forcément vous mettre de l'argent, soit c'est dans le jeu que potentiellement vous allez pouvoir en gagner au fur et à mesure pour ensuite donc pouvoir vous acheter quelque chose. Bref, dans tous les cas, ça me semblait intéressant de voir tout ça, ça change des sujets qu'on a l'habitude de faire au quotidien. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires d'ailleurs si de temps en temps c'est le genre de sujet qui vous intéresse. Et au passage, si les sujets culturels, qu'on parle de jeux vidéo, de musique, de littérature ou autre, vous intéressent, sachez qu'on a un podcast audio dédié exclusivement à ces sujets-là chaque jour, avec en 5-6 minutes chaque jour l'essentiel de l'actualité culturelle. Il y a aussi des interviews, etc. qui sont disponibles directement dessus. Pour le découvrir, vous tapez ActuPop Hugo Décrypte sur Spotify, Apple Podcast, Deezer ou autre pour le retrouver. Allez, je vous laisse avec Blanche pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci Hugo et salut tout le monde. On commence avec cette actu. Au moins 18 personnes ont été tuées ce mercredi dans la bande de Gaza dans une frappe israélienne, selon la défense civile de Gaza. La frappe visait une ancienne école transformée en abri pour les déplacés palestiniens à Nuseirat, au centre du territoire. Parmi ces 18 morts se trouvaient 6 membres de l'UNRWA, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. Il s'agit du plus grand nombre de morts parmi nos collaborateurs en une seule fois, selon l'agence. L'armée israélienne a affirmé de son côté qu'il s'agissait, je cite, d'une frappe de précision sur des terroristes du Hamas. À noter que ce n'est pas la première fois que l'armée israélienne est accusée de s'en prendre à des écoles qui sont régulièrement utilisées comme refuge pour les civils depuis le 7 octobre. Deuxième actu, les États-Unis travaillent à autoriser l'Ukraine à utiliser des missiles à plus longue portée contre la Russie. C'est ce qu'a assuré le président américain Joe Biden ce mercredi. Les missiles longue portée permettent une très grande précision et sont capables de frapper le territoire russe en profondeur pour détruire ses bases militaires. Alors ça fait un moment que le président ukrainien Volodymyr Zelensky demande à ses alliés occidentaux de l'autoriser à utiliser ce type de missile, mais jusqu'à maintenant les dirigeants n'y étaient pas vraiment favorables. Ils craignent notamment une escalade avec la Russie qui détient l'arme nucléaire. Mais les règles pourraient donc bientôt être assouplies. Ce mercredi, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken et le ministre des Affaires étrangères britannique David Lammy se sont rencontrés en Ukraine pour évoquer le sujet. On vous tiendra au courant si ça évolue. Troisième actu, la FNSEA, le principal syndicat agricole en France, a donné 1 mois au nouveau Premier ministre Michel Barnier pour répondre aux revendications des agriculteurs. C'est ce qu'a déclaré Arnaud Rousseau, le président du syndicat, sur BFM TV ce jeudi. Selon lui, les promesses qui ont été faites aux agriculteurs après les manifestations qui ont eu lieu dans toute la France l'hiver dernier n'ont pas eu les réponses attendues, même si des aides d'urgence ont été débloquées. Les agriculteurs réclamaient notamment une rémunération plus juste, un allègement des normes et la reconnaissance de l'agriculture comme d'intérêt général majeur. On verra donc quelle sera la réponse de Michel Barnier, qui a d'ailleurs été ministre de l'Agriculture entre 2007 et 2009. Quatrième actu, l'Église va ouvrir plus tôt que prévu ses archives aux chercheurs pour qu'ils puissent enquêter sur l'abbé Pierre. C'est ce qu'a annoncé le président de la Conférence des évêques de France ce jeudi. L'abbé Pierre est accusé d'agression sexuelle par des dizaines de femmes. Les accusations remontent au moins aux années 50. Alors habituellement, il faut attendre au moins 75 ans pour avoir accès aux archives de l'Église de France. L'abbé Pierre étant mort en 2007, elles auraient donc dû être révélées en 2082, mais la Conférence des évêques de France a donc donné son accord pour qu'elles soient accessibles dès maintenant pour enquêter sur cette affaire. On vous tiendra au courant. Cinquième actu, les touristes européens, y compris les Français, auront besoin d'un visa pour aller au Royaume-Uni à partir du 2 avril 2025. C'est ce qu'a annoncé le ministère de l'Intérieur britannique ce mardi. En fait, aujourd'hui, pour se rendre au Royaume-Uni, un touriste européen a uniquement besoin de son passeport, mais d'ici quelques mois, il faudra donc un visa électronique qu'on appelle l'ETA pour s'y rendre. Il sera valable pendant 2 ans et coûtera 10 pounds, donc environ 12 €. L'objectif affiché selon les autorités, c'est de renforcer la sécurité grâce à la nouvelle technologie et moderniser le système d'immigration. Concrètement, pour faire une demande de visa, une nouvelle plateforme sera accessible aux Européens à partir du 5 mars 2025. Pour les touristes non européens, la plateforme ouvrira fin novembre, puisqu'ils auront besoin d'un visa pour voyager au Royaume-Uni dès janvier. Et on finit avec cette actu, l'hymne officiel des Jeux de Paris 2024 sera disponible sur les plateformes de streaming à partir de ce vendredi.
vie. C'est ce qu'a annoncé Thierry Reboul, le directeur des cérémonies de Paris 2024 dans Ouest France. Le titre s'appelle Parade et il a été composé par le musicien Victor Lemann. Il sera disponible dans sa version intégrale de 11 minutes et dans une version condensée d'environ 5 minutes. À noter que la reprise de Kavinsky avec Angèle de la chanson Night Call sera elle aussi bientôt disponible sur les plateformes de streaming, mais on ne connaît pas encore la date de sortie. Merci beaucoup Blanche pour ces actualités en bref. Je le disais donc, si jamais vous voulez plus d'actualités culturelles, il y a le podcast des Actu Pop. Pour ça, vous tapez Hugo Décrypte Actu Pop ou juste Actu Pop sur Spotify, Apple Podcast, etc. Pour ça, vous abonnez simplement pour ne pas louper donc ces podcasts-là. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.